Bonjour, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pourriez me dire si vous m'entendez bien en mettant un petit oui dans le chat, s'il vous plaît? Super, parfait, merci beaucoup. Alors, bienvenue à ce webinaire sur comment mettre en œuvre l'enseignement de la résolution de problèmes et la pédagogie inclusive. Aujourd'hui, notre intervenante est Tatiana Deseter, qui est enseignante spécialisée et formatrice. Alors, avant de lui laisser la parole, je voudrais juste préciser qu'on va avoir une quarantaine de minutes de présentation. Et puis, ensuite, vous aurez un temps pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant la présentation et l'intervenante va y répondre à la fin du webinaire. Voilà, sur ce, je laisse la parole à notre intervenante. Bonjour, donc Madame Deseter, enseignante spécialisée dans un dispositif Ulysse Collège TFC, donc auprès d'élèves qui ont des troubles des fonctions cognitives. Et j'ai été pendant de longues années PEMF auprès des enseignants stagiaires. Et puis aujourd'hui, je continue dans la formation des enseignants pour l'enseignement des gestes professionnels avec un public avec des besoins éducatifs particuliers. Voilà. Donc je vais partager du coup mon écran pour commencer cette présentation. Voilà. Alors, donc à travers ce webinaire, il va s'agir effectivement de montrer comment on peut enseigner la résolution de problèmes à tous les élèves en essayant de proposer des réponses didactiques, pédagogiques adaptées à tous les élèves. Alors, souvent, la résolution de problèmes est souvent une tâche qui est vécue comme complexe pour les élèves. Moi, il m'est arrivé dans un mémoire de devoir questionner le rapport des élèves aux mathématiques et dans les mathématiques, qu'est-ce que les élèves appréciaient, aimaient, et ils devaient en fait entourer sur des petits pictogrammes les émotions que ça leur procurait. Et souvent, la résolution de problèmes arrive souvent très en deçà. Ils disent qu'ils aiment bien calculer, faire des calculs, mais pas forcément résoudre des problèmes. C'est pour eux, ils ont un rapport qui est plutôt assez anxiogène. Et puis, c'est aussi pour beaucoup d'enseignants, si on questionne aussi les enseignants, un domaine où beaucoup d'enseignants disent que c'est quand même difficile de mettre en place des activités de résolution de problèmes. Et pour ma part, quand je venais voir justement des stagiaires en classe, j'avais très peu de séances qui m'étaient présentées autour de la résolution de problèmes. Alors, c'est effectivement la mise en œuvre de cette activité demande à avoir effectivement des connaissances en didactique qui font appel à plusieurs compétences qui sont souvent travaillées comme par exemple savoir poser une opération, développer des habiletés calculatoires, mais c'est vrai que la résolution de problèmes convoque un certain nombre de compétences qui ont été travaillées en dehors, dans les autres champs disciplinaires. Et puis, vous avez aussi aujourd'hui, au sein des classes, dans la constitution des classes, une forte hétérogénéité avec effectivement l'arrivée de public avec ce qu'on appelle des profils différents, des profils cognitifs qui demandent effectivement à avoir un accompagnement un peu plus spécifique. On dit aussi des besoins, des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et donc, dans une démarche de pédagogie inclusive, il s'agira aujourd'hui de montrer comment les cahiers de résolution de problèmes proposent de faciliter l'accessibilité à l'enseignement de la résolution de problèmes à travers justement plusieurs modalités qui vous seront présentées tout au long de ce webinaire. Voilà. Alors, je vais commencer. Donc, je vous présenterai dans un premier temps d'où vient cette pédagogie inclusive. Donc, quelle est la démarche qui a été choisie au sein de la conception de ces cahiers de résolution de problèmes. Ensuite, comment concevoir une séance? Quelles sont les différentes étapes qui sont faites en amont par l'enseignant? Donc, comment observer les élèves? Quel objectif cibler?
Et ensuite, je ferai une présentation justement de tous les outils et les adaptations qui sont proposés au sein de la conception des cahiers de résolution de problèmes afin de faciliter justement l'accessibilité de tous les élèves dans la mise en œuvre des problèmes qui sont proposés. Et puis ensuite, en dernière partie, je développerai sur comment utiliser en fait les cahiers de résolution de problèmes ainsi que le guide, enfin le fichier de l'enseignant pour justement mettre en œuvre ces séances de résolution de problèmes au sein de la classe. Alors, quand on parle de pédagogie inclusive, on fait référence à la conception universelle de l'apprentissage. Alors, cette conception, en fait, elle vise à anticiper les obstacles que les élèves pourraient rencontrer. Il s'agit effectivement d'anticiper les obstacles cognitifs, émotionnels, attentionnels, ergonomiques. C'est en fait... on va réfléchir à travailler sur l'environnement de travail de l'élève pour justement limiter la fatigue. Je pense, on fait souvent référence, par exemple, aux rampes des escaliers qui sont là et qui ont été anticipées en fait. Vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas, mais en tout cas, elle est là pour tout le monde. Les ascenseurs aussi, dans les conceptions de l'architecture, on a en fait anticipé les obstacles pour éviter en fait de mettre toutes les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que l'environnement doit être repensé pour éviter que l'élève finalement dans cette séance, dans cette tâche, puisse se retrouver en situation de handicap. Et donc on va enlever, limiter en fait tous les parasites, tous les obstacles qui l'empêcheraient de rentrer dans la tâche. C'est alors prévoir dès l'élaboration de la conception de sa séquence et de sa séance quelles sont les approches et les démarches qui vont pouvoir rendre accessibles les savoirs à tous les élèves. Donc son but dans cette conception universelle de l'apprentissage, c'est qu'en fait chaque élève puisse progresser à son rythme en fonction de ses besoins et en tenant compte de ce qu'on appelle la ZPD. Et c'est justement de limiter au maximum les obstacles pour leur permettre finalement de s'économiser et de ne pas puiser sur leurs réserves, par exemple attentionnelles, ou finalement, en ayant trop d'obstacles, eh ben, l'élève s'épuiserait et n'irait pas jusqu'au bout de la tâche. Alors, ce fichier, il est conçu pour proposer à tous les élèves de travailler sur un même support en tenant compte de leurs différents profils. Il m'est arrivé d'assister à différentes séances auprès des stagiaires et en fait, dans la conception de la séance, souvent les enseignants débutants ou confirmés différenciaient en proposant des tâches différentes avec parfois des objectifs qui étaient d'un niveau inférieur à ce que l'élève pourrait faire. Et du coup, il n'y avait pas d'activité pour les élèves qui avaient effectivement une tâche qu'ils réussissaient, mais sans enjeu pour eux. Et il y avait effectivement une différenciation sur la tâche, c'est-à-dire qu'il y avait des élèves qui faisaient un exercice et les autres faisaient un autre exercice. Là, en fait, dans la conception, dans la démarche qui est celle des cahiers de résolution de problèmes, on est parti du paradigme que l'on travaille sur le même habillage, sur le même support. Par contre, ça va être à l'enseignant de réfléchir comment permettre à tous les élèves de travailler sur ce même support en limitant tous les obstacles dans une démarche effectivement d'accessibilité pour tous. Alors, les obstacles, ils sont divers. L'enseignant, il va devoir effectivement réfléchir sur tous les obstacles cognitifs, les obstacles liés à tout ce qui est repérage spatial ou visio-spatial, des obstacles liés aussi à l'attention, comment permettre à l'élève de maintenir son attention. Ça peut être aussi une réflexion sur l'ergonomie du poste de travail, mais aussi sur tout ce qui est partie émotionnelle. Pour cela, avant de concevoir sa séquence et sa séance, l'enseignant va devoir observer ses élèves. Alors, cette observation, elle peut être faite
avec l'accompagnement d'autres personnes, les personnes ressources au sein des établissements, comme les enseignants du RASED, les coordonnateurs. On peut aussi faire appel à des CPC ou à des référents, par exemple TSA du bassin, qui ont des grilles, mais qui peuvent aussi justement aider dans l'observation des besoins des élèves à besoins particuliers qui sont dans la classe. Alors, en mathématiques, si effectivement on passe par des activités de manipulation avant effectivement d'arriver à la partie de l'abstraction, eh bien, il va falloir réfléchir au matériel que l'on va proposer et surtout s'intéresser aux capacités praxiques de l'élève. Est-ce qu'il sait pointer? Est-ce qu'il sait tenir? Est-ce qu'il sait pincer? Est-ce qu'il va falloir des cubes emboîtables, des cubes magnétiques? Est-ce qu'il va plutôt être sur des bâtons? Donc, c'est aussi tout réfléchir bien en amont sur le matériel et les propositions qu'on pourrait faire à ses élèves. C'est aussi observer comment l'élève se repère dans l'espace, c'est-à-dire tout ce qui est trouble neurovisuel. Est-ce qu'il est en capacité, finalement, dans une page d'exercice, d'identifier une partie sans que toutes les autres parties se mélangent? Est-ce qu'il est capable, dans un tableau, de se repérer entre la colonne et la ligne et ne pas faire des sauts de ligne? Est-ce qu'il est capable de lire un nombre sans couleur et de bien distinguer les classes des nombres? On va aussi s'intéresser à la partie cognitive. Est-ce qu'il est capable de tenir sur une certaine durée, pendant toute la durée de la tâche, sur une durée plus importante? Quels sont les parasites qui pourraient finalement l'amener à manquer d'attention? Est-ce qu'il est en capacité de pouvoir effectivement changer les choses, raisonner, c'est-à-dire à faire preuve de mobilité de pensée? Est-ce qu'il est capable de repérer dans un problème qui a plusieurs étapes et de s'y tenir? Ou est-ce qu'il est capable finalement de mémoriser les différentes étapes pour pouvoir résoudre un problème? On va aussi s'intéresser à sa mémoire. Est-ce que l'élève connaît ses tables de multiplication? Est-ce qu'il a des habilités de calcul? Est-ce que quand on lui dit une consigne, il est capable de la retenir jusqu'au bout? Et puis, on va aussi s'intéresser à ses connaissances en espace et en temps. Est-ce qu'il est capable de se repérer dans le temps quand s'il y a un problème sur des durées ou si on évoque effectivement des connecteurs temporels, est-ce qu'il arrive à repérer l'antériorité d'un fait par rapport à un autre? S'il y a effectivement un problème dont l'habillage va être de faire, par exemple, avec des connecteurs qui vont indiquer des espaces, des lieux, est-ce qu'il est capable de les identifier? Et puis à côté de ça, il va y avoir effectivement une évaluation avec les savoirs académiques en lien justement avec les programmes scolaires où se situe le niveau de l'élève. Où est-ce qu'il en est dans la construction du nombre? Quelles sont ses habilités en calcul mental? Où est-ce qu'il en est aussi dans la comptine numérique? Est-ce qu'il sait poser des opérations? Il y aura aussi toute une évaluation aussi sur son niveau de lecture, puisque rentrer dans la résolution de problèmes, c'est avant tout lire une histoire, être en capacité à partir des mots de dégager du sens, de se faire une représentation mentale, et c'est aussi permettre aussi d'accéder à la compréhension d'un certain nombre de mots, donc le lexique, pour pouvoir justement faciliter cette représentation mentale du contexte dans lequel se situe l'énoncé du problème. Et puis, c'est aussi s'intéresser à tous les aspects sociaux et psycho-affectifs, c'est-à-dire comment l'élève se sent, comment il rentre en relation avec les autres, est-ce qu'il est en capacité de travailler en groupe, comment aussi son rapport aux mathématiques, est-ce qu'il c'est plutôt angoissant, anxiogène, est-ce qu'il a au contraire peu d'estime de lui-même. Donc voilà, ça va être toute cette phase d'observation qui va permettre aussi de construire la séance et de mieux ajuster sa séance pour pouvoir répondre aux besoins des élèves à profil particulier. Une fois qu'on a fait cette observation, aidé du professeur spécialisé ou de la personne ressource au sein de l'établissement, eh bien, on va effectivement cibler un objectif d'apprentissage. Dans cet objectif d'apprentissage, justement, avec cette observation, on va pouvoir commencer à comprendre quels sont les obstacles qui vont empêcher l'élève soit de rentrer dans la tâche, soit tous les obstacles aussi qui vont,
limiter son réservoir attentionnel, par exemple, ou qui vont le mettre plus en difficulté parce qu'en fait, on n'a pas anticipé le fait que l'élève finalement a des difficultés dans le déchiffrage, mais que si on lui lit à haute voix, finalement, il va pouvoir rentrer quand même dans la tâche qu'on lui demande. Il va y avoir aussi, on va cibler des compétences spécifiques qui vont être liées à la discipline. Alors, je prends par exemple, dans la résolution de problèmes, on va chercher effectivement à trouver un tout à partir de deux parties. Ça sous-entend que l'élève puisse, dans la compétence spécifique, ça sous-entend qu'il sache faire une addition. Et ça sous-entend aussi qu'il ait des habiletés en calcul. Et à côté de ces compétences spécifiques, il va y avoir aussi toutes les compétences qui sont périphériques, c'est-à-dire faire preuve d'attention, aller chercher de lui-même ses outils, suivre une fiche de structuration, être en capacité de reformuler avec ses mots, faire preuve de persévérance, gérer ses émotions. Et parfois, dans un premier temps, ces compétences périphériques seront finalement l'objectif à atteindre dans la séance de résolution de problèmes, c'est-à-dire qu'on va se servir de la séance de résolution de problèmes. Le support va servir finalement à développer ces compétences périphériques. Et une fois qu'elles seront développées, on pourra effectivement davantage travailler sur les compétences spécifiques et sur l'objectif d'apprentissage. Et ça va permettre aussi à l'enseignant d'évaluer et de mieux cibler ce qui va être évalué dans cette séance. Parce que pour des enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers, l'objectif d'apprentissage, ça ne sera pas forcément celui qu'on vise à travers cette séance. On vise sur un lointain, mais dans un premier temps, on va peut-être viser davantage sur des compétences psycho-affectives et des compétences sociales nécessaires pour permettre à l'élève de reprendre confiance en lui, de reprendre plaisir avec les mathématiques et pouvoir ensuite l'enrôler à nouveau dans des tâches et lui permettre en fait d'accéder à ce qu'appelle Serge Boimard, c'est de permettre à l'enfant en fait de remobiliser sa compétence à travailler et à penser par lui-même. Une fois que l'enseignant il aura travaillé, ciblé sur les objectifs propres à chaque élève au sein finalement de cette séance de résolution de problèmes, il va aussi se questionner sur quelle est sa posture tout au long de cette séance. Et donc, on va se référer plutôt à Brunner sur les différentes fonctions d'étayage que l'enseignant va pouvoir effectivement apporter. Et elles vont pouvoir changer au fur et à mesure qu'il y aura cette ritualisation de séances de résolution de problèmes dans la programmation hebdomadaire et annuelle de l'enseignant, parce qu'au fur et à mesure, il va y avoir effectivement des aménagements ou des compensations qui petit à petit pourront peut-être être enlevés, et il va y avoir effectivement des potentialités qui vont se développer pour que l'élève puisse finalement progresser à son rythme, en tenant compte effectivement toujours de sa ZPD. Alors, on va maintenant justement regarder, je vais vous présenter un petit peu au sein de la conception du cahier de l'élève, quels sont déjà en amont les aménagements qui ont été conçus pour justement faciliter l'accessibilité de tous les élèves dans la résolution de problèmes. Alors, on a déjà... Vous voyez que là, c'est une page qui est d'un cahier, donc sur la partie jeu. On a mis une petite image avec un dessin pour pouvoir illustrer en fait toutes les étapes du processus pour pouvoir résoudre un problème. Par exemple, là, pour initier l'élève à aller chercher de lui-même son matériel sur la table d'appui, matériel où il y aura plusieurs propositions de matériel, on va rappeler à l'élève par cette petite image qu'il peut effectivement avoir cette initiative.
Il y en a donc sur toutes les pages pour pouvoir rappeler en fait toutes les étapes. Donc il y a celle par exemple de la représentation mentale, il y en a une aussi qui illustre comment faire un schéma, quels sont les outils, pour ne pas oublier en fait toutes les étapes nécessaires pour pouvoir arriver à pour pouvoir résoudre un problème. Vous avez aussi des mots de vocabulaire qui vont être utilisés et donc il y aura un petit encart à chaque fois pour pouvoir justement donner la définition du mot, pour là aussi enlever un obstacle qui est celui du lexique. Un élève qui ne maîtrise pas le lexique ne peut pas bien accéder au sens et du coup ne peut pas construire dans sa tête la représentation mentale du contexte dans lequel il doit travailler. Alors, on retrouve ici dans les jeux du budget justement toujours la petite vignette en haut, donc tu peux dessiner la situation. On a encore effectivement la petite partie sur le vocabulaire, donc qu'est-ce qu'une mise? C'est une somme d'argent pariée. Et on a aussi réfléchi justement à permettre à tous les élèves de mieux lire par exemple les nombres, et notamment tous les élèves qui ont des troubles visuospatiaux. On a mis les classes des nombres d'une certaine couleur pour justement faciliter la lecture des nombres. Vous avez aussi pour la partie schéma, là aussi une réflexion aussi sur comment mieux repérer les informations, comment les situer les unes par rapport aux autres pour pouvoir ensuite mieux les traiter et mieux les analyser. Donc les colonnes et les lignes ont été effectivement colorisées. Dans les images qui sont proposées, vous avez, par exemple ici c'est sur le jeu de la bonne paye, eh bien il y a des billets qui correspondent au jeu de la bonne paye. Donc on a essayé aussi de rester au plus près du contexte de vie de l'élève. L'enseignant peut aussi apporter un jeu de la bonne paye qui viendra en résonance à l'intitulé, et ça permet en fait à l'élève de mieux finalement opérer sur les images qui lui sont proposées. Alors, vous avez aussi dans la conception de ce cahier pour l'élève, en plus des définitions, vous avez des définitions qui vont être accompagnées d'une image, pour là aussi toujours faciliter le sens des mots qui sont utilisés, et là aussi pour faciliter la compréhension de l'énoncé dans lequel l'élève va devoir effectivement résoudre son problème. Dans la partie graphique, on a mis des couleurs de manière à ce que l'élève puisse bien se repérer de quoi parle chaque catégorie, afin là aussi de bien situer, bien placer en fait les nombres qui seront par exemple demandés, ou d'écrire les fractions. Là c'est effectivement un diagramme. Voilà, on a essayé effectivement de donner des meilleurs outils aux élèves pour une meilleure appropriation des énoncés, et pour qu'ils puissent traiter sans parasite, et que ce soit pas un obstacle pour lui, et que ça ne le bloque pas. Vous avez aussi dans les tableaux, donc des tableaux qui sont beaucoup plus grands, avec souvent des lignes beaucoup plus saillantes. Et là aussi, on a colorisé ce que représente la première ligne et ce que représente la seconde ligne, de manière à bien identifier de quoi parlent les données numériques, ou de quoi parle en fait chaque catégorie, qui devront être placées ensuite sur les deux axes. Pour pouvoir aussi illustrer les énoncés qui sont proposés, eh bien, il y a aussi des documents qui ont été retravaillés en lien effectivement avec des contextes de vie réelle. Mais là aussi, on a effectivement mis des couleurs pour pouvoir mieux repérer les informations les unes par rapport aux autres, sans se perdre en fait dans le document. Et puis, vous avez aussi une réflexion sur comment l'élève va pouvoir répondre, poser ses calculs. Donc, vous avez effectivement des espaces qui sont très aérés pour qu'il puisse effectivement écrire ou dessiner.
Et dans la schématisation, des couleurs ont été mises afin justement d'indiquer où placer les données numériques pour effectivement mieux ensuite pouvoir les traiter, calculer et répondre à la question. Alors, à côté de ce cahier de l'élève, il y a eu aussi il y a en fait un fichier de l'enseignant. Alors, dans ce fichier de l'enseignant, il y a deux parties. Il y a donc tout en haut où on voit exercice 4, le corrigé commenté. Il y a effectivement Grégory Siéja qui a proposé en fait une correction avec la réponse experte. Et de mon côté, en fait, il y a une autre partie qui s'appelle les outils pour adapter, où on propose en fait d'autres modalités d'accessibilité pour pouvoir finalement répondre aux problèmes, mais avec un autre chemin. Par exemple, ici, vous avez effectivement un énoncé qui est écrit avec des mots. Eh bien, vous pouvez, la proposition qui est faite, c'est finalement de transformer l'énoncé sous forme de tableau. Et ensuite, d'agrandir le jeu du Molki et toutes les transformations d'un nombre à un autre, en fait, ici, il y avait effectivement une permutation, le 12 devenait le 1, par exemple, eh bien, on met un post-it, un post-it sur effectivement le support qui a été agrandi, de manière à ce que l'élève, en fait, fasse cette transformation et la vive. Alors, les propositions, ce sont effectivement des propositions. Propositions parce que chaque élève avec des besoins éducatifs particuliers est différent. Si on prend par exemple un enfant qui a un trouble du spectre autistique, chaque élève autiste a une particularité. Et souvent, quand vous avez par exemple des préconisations qui sont faites par les médecins, ce sont des préconisations, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir aussi partir des besoins d'élèves, d'où l'importance de cette observation, d'où l'importance aussi de cibler l'objectif que vous voulez travailler derrière cette situation de résolution de problème. Et puis, vous avez aussi, chaque enseignant, en fait, a un contexte d'exercice différent en fonction d'une école, en fonction d'un collège, si vous êtes dans une ECPA. Les budgets ne sont pas les mêmes. Donc, il va y avoir effectivement, ce sont des propositions qui doivent finalement amener à une réflexion, mais l'enseignant, en fait, doit finalement tenir compte aussi de son propre contexte d'enseignement et des élèves avec les différentes particularités qu'il a dans la classe. Alors, ces propositions, elles sont, il y a donc plusieurs types de propositions avec différents matériels qui sont proposés. Par exemple, ici, vous avez la proposition d'utiliser des pions, où on peut aussi utiliser des cubes dans certaines propositions de problèmes. Vous avez aussi des bâtons de glace, vous avez des cubes aimantés, vous avez des pions qui s'empilent. En fait, c'est effectivement d'essayer d'avoir une multitude d'objets concrets que l'on va proposer aux élèves. Alors généralement, on peut les mettre sur une table, ce qu'on appelle la table d'appui dans la classe, et qui peut servir à tous les élèves. Et chaque élève, vous verrez, a effectivement parfois une préférence par rapport à un matériel parce qu'il a une certaine sensibilité. Alors vous me direz, avoir autant de matériel dans une classe en fonction du contexte dans lequel on est, c'est pas toujours évident. Eh bien, ça sera peut-être l'occasion pour les écoles, par exemple élémentaires, d'aller se rapprocher des écoles maternelles qui ont une banque d'objets que l'on peut se servir. Et qui peuvent justement améliorer justement la liaison maternelle école élémentaire. Ça peut être aussi l'occasion d'avoir un vrai projet au sein d'un établissement en se disant bah tiens, on va constituer une armoire ou une malle pour la résolution de problèmes et justement avoir collecté petit à petit du matériel qui puisse répondre aux besoins de tous les élèves de l'établissement.
Et puis, ça peut être aussi l'occasion de créer un projet avec les personnes ressources du bassin ou au sein de l'établissement, les enseignants spécialisés, les enseignants du RASED, qui peuvent aussi être force de proposition pour vous permettre justement de constituer cette banque outils pour pouvoir le mettre au service de tous les élèves d'un établissement dans le cadre de la mise en œuvre de l'enseignement de la résolution de problèmes. Et puis, toujours dans cette démarche d'école pour tous, on a aussi aujourd'hui la volonté d'ouvrir les établissements aux partenaires du médico-social. Et bien souvent, vous avez des ergothérapeutes, des psychomotriciens qui travaillent avec les élèves qui sont dans les établissements scolaires. Là aussi, on peut aussi les solliciter, les enseignants ou les éducateurs des IME qui viennent dans les établissements scolaires. On peut aussi solliciter leur expertise pour pouvoir justement amener différentes propositions d'achat, mais aussi d'aménagement pour faciliter justement cette accessibilité de tous à travers la mise en œuvre de l'enseignement de la résolution de problèmes. On a aussi dans les propositions des fiches qui sont utilisées alors souvent pour les élèves qui ont par exemple des TSA ou des TDAH. On va leur proposer une fiche de structuration de la tâche pour justement maintenir leur attention et puis gérer au mieux les différentes étapes pour ne pas les oublier. En fonction là aussi du profil des élèves, pour certains élèves, il suffira juste d'une photo et d'un mot. Pour d'autres, il suffira juste de coloriser en fait les différentes lignes pour ne pas qu'elles se mélangent. D'autres, on va réduire les étapes parce qu'on va justement voir que l'élève pour l'instant n'est pas capable d'avoir autant de tâches intermédiaires. Au contraire, d'autres, on va devoir effectivement dans cette démarche d'autonomie bien détailler toutes les étapes et l'élève coche au fur et à mesure pour qu'il puisse après se contrôler et voir si effectivement il a bien mis toutes les étapes. C'est aussi un formidable outil pour l'enseignant après quand il doit faire un retour sur la tâche avec l'élève et essayer de comprendre à quel moment en fait il y a eu effectivement une difficulté et de mieux en fait après la réguler pour pouvoir ensuite ne pas la reproduire dans un autre contexte. Alors, ces fiches de structuration de la tâche, comme les fiches temporelles qui sont présentées dans le cahier de résolution de problèmes, eh bien, elles peuvent être aussi co-construites avec l'élève, bien évidemment. C'est-à-dire, voilà, je te propose ça, qu'est-ce que tu en penses? Et souvent, quand l'élève est en plus acteur et vous dit ce dont il a besoin, c'est beaucoup plus facile après à lui proposer lors d'une séance parce que justement, c'est beaucoup plus explicite et beaucoup plus personnalisé pour lui. Là encore, les enseignants spécialisés, les personnes ressources ou les ergothérapeutes, les psychomotriciens peuvent venir aider dans la construction de ces outils que l'on peut construire pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, mais qui peuvent aussi servir à tous les élèves de la classe, bien évidemment. Alors, toujours dans cette démarche de faciliter l'accessibilité des élèves dans une tâche de résolution de problèmes, on prend l'exemple d'un exercice de combinatoire où l'élève doit effectivement trouver toutes les combinaisons possibles. Eh bien, dans le fichier de l'enseignant, dans le guide de l'enseignant, eh bien, on a mis des images qui viennent illustrer les mots. Et on propose effectivement que l'élève réalise les différentes combinaisons en associant effectivement les images de manière effectivement à voir apparaître les différentes propositions dans chacune des catégories et à faire émerger au bout d'un moment effectivement la multiplication. À la fin de chaque séance, eh bien, ça sera à l'enseignant en fait d'expliciter comment on passe de la phase de la manipulation à effectivement la stratégie experte attendue avec effectivement toute la symbolisation, l'écriture symbolique attendue attendue par l'enseignant. Bien évidemment, on va prendre effectivement pour les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers, ça peut prendre beaucoup plus de temps.
Mais c'est ce qu'on vise, en fait. Et ça sera effectivement à l'enseignant, dans la phase de mise en commun, de montrer, en fait, comment on passe de cette manipulation à ce codage symbolique, et aussi comment du codage symbolique, on revient à la manipulation. Et l'apprentissage, en fait, il se fait pour tous les élèves, même les plus experts, quand ils sont capables justement de passer d'une représentation à une autre et de donner du sens à ces deux représentations. Alors, il y a moi un matériel aussi que j'utilise beaucoup, c'est le matériel de la base 10. Donc là aussi, quand on observe l'élève, est-ce qu'il a bien compris comment fonctionne le système décimal? Parfois, il y a des problèmes où il va y avoir effectivement une taille des nombres qui va être peut-être un peu trop élevée pour le moment pour l'élève. On garde le même habillage, on réduit la taille des nombres et on propose effectivement le matériel de la base 10 pour effectivement faire des comparaisons, pour essayer de dénombrer, pour faire des propositions. Et du coup, l'élève n'est pas gêné en fait par parfois la trop grande taille des nombres, ou parfois c'est trop compliqué en fait d'avoir 700 cubes, et on va passer effectivement à une autre proposition parce que on veut pas non plus mettre l'élève dans une situation de fatigue. Hein, et c'est vraiment le choix du matériel doit permettre à l'élève effectivement de pouvoir de pouvoir s'économiser. On parle d'économie cognitive pour pouvoir mieux finalement raisonner sur ce qu'on lui demande. Là, alors pour les problèmes de fraction, généralement, les propositions, c'est de travailler avec des assiettes de couleurs, des morceaux de bande de papier, des pliages, pour pouvoir justement comprendre ce que c'est que les demi, les quarts, les douzièmes, les dixièmes, et de répartir équitablement dans chaque assiette pour que visuellement, en fait, l'élève aussi construise par lui-même le sens du concept mathématique. Donc effectivement, là on fait appel à des compétences spécifiques en mathématiques pour pouvoir effectivement résoudre un problème qui fait appel à des fractions. Alors, on a aussi évoqué tout à l'heure, quand on observe l'élève, est toujours dans cette volonté d'économiser au maximum les ressources attentionnelles de l'élève et de lui permettre en fait une meilleure accessibilité dans la résolution de problèmes. Eh bien, l'un des obstacles, c'est souvent la mémoire de travail. C'est-à-dire qu'il y a des élèves on va leur lire à haute voix, ils vont très bien comprendre ce qu'il faut faire. Par contre, ce qui va être très coûteux pour eux, c'est qu'effectivement, ils ne maîtrisent pas l'étape d'addition, l'étape de multiplication. Ils vont avoir du mal à poser leur opération et on va leur donner finalement des outils de compensation. Alors, soit effectivement, on va leur proposer de mettre à côté de l'élève un certain nombre par exemple de tables de multiplication pour justement leur faciliter et la tâche, hein, et finalement leur permettre d'accéder aux résultats parce qu'ils ont finalement raisonné, ils ont bien compris ce qu'il fallait faire, mais par contre ils sont empêchés de pouvoir aller au bout de la tâche parce qu'effectivement ça leur demande trop d'efforts cognitifs pour pouvoir effectivement calculer avec les tables de multiplication. On va aussi proposer une droite numérique, par exemple, quand vous devez trouver l'écart entre deux données numériques. On va aussi proposer des gabarits de pose avec des couleurs pour mieux effectivement que l'élève pose ses opérations avec des espaces beaucoup plus grands. Là, toujours en fait, dans travailler cet environnement et faciliter cet environnement pour pouvoir enlever tous les obstacles et permettre à tous les élèves de pouvoir rentrer dans la tâche plus facilement et d'aller jusqu'au bout, sans le mettre effectivement en situation de handicap. Donc là, voilà, ce sont effectivement des propositions qui viennent en réflexion sur comment alléger la mémoire de travail et préserver effectivement ce qu'on appelle la réserve attentionnelle de l'élève, parce que
certes, la séance, l'activité de résolution de problèmes va solliciter énormément de fonctions cognitives, mais sa journée à l'élève ne s'arrête pas là. Donc, il faut aussi que l'enseignant pense qu'après, il va peut-être faire un peu de français, il va peut-être faire un petit peu d'éducation physique, et donc il faut aussi maintenir l'élève tout au long de la journée, sans l'épuiser. Alors, à côté justement de ce fichier de l'enseignant, donc fichier de l'enseignant et cahier de l'élève vont ensemble, et ce sont deux outils qui vont permettre en fait de mettre en place plusieurs types de modalités d'enseignement. Par exemple, dans une école avec 100 dispositifs Ulysse, on peut effectivement s'appuyer sur l'enseignant spécialisé et mettre en place, par exemple, des séances de co-enseignement ou de séances de co-intervention. Et le fichier de l'enseignant permet aussi d'avoir un fond commun de pensée, c'est-à-dire que les mots seront les mêmes. Dans la co-construction de la séquence ou de la séance, on va s'appuyer sur le fichier de l'enseignant et on va finalement apprendre chacun dans son expertise à mieux se comprendre et avoir à ajuster aussi ses gestes professionnels, sa posture. Vous avez aussi des écoles avec des dispositifs Ulysse où vous allez aussi mettre en place des projets de co-enseignement ou de co-intervention. Là aussi, le fichier de l'enseignant sert aussi de support pour pouvoir justement co-construire une séquence et en ayant finalement la même volonté de pouvoir accompagner tous les élèves dans la mise en œuvre d'une séance de résolution, dans la mise en œuvre d'une séance de résolution de problèmes. C'est valable aussi en collège. Alors avec la nouvelle réforme, il se peut justement que l'année prochaine, avec cette réflexion de groupe de besoins, on puisse effectivement, l'enseignant qui soit expert dans sa matière, puisse effectivement trouver plusieurs modalités d'accompagnement de ses élèves dans sa classe, avec justement cette volonté de pouvoir répondre aux besoins de tous. Et on a des enseignants confirmés, et puis, il y a aussi des enseignants débutants pour qui, finalement, cette pluralité de propositions n'est pas toujours inhérente quand elle est en début de carrière. Donc là aussi, ça permet effectivement par ces propositions qui sont exposées dans le fichier de l'enseignant, ça permet aussi de pouvoir impulser une nouvelle dynamique, de nouvelles postures professionnelles, de nouveaux gestes professionnels au sein d'une classe, mais ça peut être aussi un vrai projet au sein d'un établissement. Et puis, l'enseignant, il travaille pas tout seul, hein. Souvent, les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers vont être accompagnés d'une AESH. À partir du fichier de l'enseignant, ça permet aussi de construire avec l'AESH, ce qu'on attend quand elle va guider l'élève, et puis aussi d'expliciter sa propre démarche d'enseignement, ses gestes professionnels, et de donner du sens justement aux personnes qui accompagnent l'enseignant dans sa classe pour une meilleure compréhension, mais aussi un meilleur ajustement en fait de sa posture et de ses gestes professionnels. On est effectivement on parle d'enseignement explicite auprès des élèves, et je dirais que le fichier de l'enseignant, comme il a été conçu, peut être aussi un support pour rendre explicite son enseignement auprès de ses pairs, de ses collègues, mais aussi auprès des AESH qui travaillent avec l'enseignant. Et ça peut être aussi l'occasion de changer aussi certaines pratiques au sein d'enseignement, au sein d'établissements. Alors, le fichier du coup de l'enseignant et le cahier de résolution de problèmes dans cette démarche d'école inclusive, a vraiment pour objectif de permettre en fait aux élèves de prendre du plaisir, de redonner en fait une dynamique de pensée
aux élèves de pouvoir en fait se projeter en fait comme étant capable de pouvoir résoudre des problèmes. Et l'ensemble de ces propositions, je dirais, d'aménagement, d'outils, c'est aussi permettre aux élèves, tous les élèves, de montrer qu'ils ont effectivement des potentialités. C'est aussi leur permettre aussi de développer ces potentialités. Serge Boimard fait référence dans son livre Ces enfants empêchés de penser, justement à tous ces blocages que les élèves ont, l'anxiété, mais aussi leurs croyances limitantes, comme quoi ils vont pas y arriver. Eh bien, en passant justement par différentes modalités, c'est aussi permettre à ces élèves de reprendre confiance en eux, de réactiver cette machine à penser pour pouvoir petit à petit apprendre à raisonner par eux-mêmes et leur redonner confiance. Et puis, comme je vous le disais, à travers ces activités de résolution de problèmes et les propositions d'aménagement et d'adaptation qui sont proposées, eh bien, on va effectivement permettre à tous ces élèves de travailler, de développer des habiletés cognitives qui serviront aussi dans d'autres contextes, en français, enfin en SVT, enfin en histoire géo, qui pourront aussi développer d'autres compétences cognitives qui pourront être transférables dans d'autres champs disciplinaires. Voilà, c'était voilà en fait pourquoi en fait eh bien c'est à la fois un fichier qui est effectivement un support pour pouvoir effectivement accompagner la mise en œuvre des cahiers de résolution de problèmes, mais ce fichier, c'est aussi la possibilité aussi de se former et de pouvoir effectivement être force de proposition pour pouvoir éventuellement faire évoluer sa pratique. Et finalement, quand on questionne effectivement les enseignants sur la mise en œuvre de l'enseignement de la résolution de problèmes au sein de leur classe, c'est peut-être aussi justement de leur montrer qu'il y a effectivement plusieurs modalités et de développer aussi leur esprit de créativité pour répondre aux besoins de tous les élèves. Voilà. Hop, je vais arrêter le partage. Alors, merci beaucoup. Alors, je relis une première question sur la maternelle. Comment adapter justement cette résolution de problèmes en maternelle? Alors, les cahiers de résolution de problèmes, là, pour l'instant, ont été faits en CM1, CM2. Alors, en maternelle, ce sont souvent des petites situations de la vie quotidienne, comme on va partir par exemple sur une situation avec la dinette et on va effectivement demander par exemple à l'élève, moi je me souviens quand j'étais en maternelle, de mettre, il y a 4 assiettes et il faut autant de verres que d'assiettes par exemple, ou les poupées, enfin on va vraiment partir sur des situations très imagées ou dans des situations de contexte de vie de tous les jours. Le goûter, ou les goûters d'anniversaire, c'était des occasions de faire des mathématiques. Quand on fait l'appel le matin et qu'il y a des élèves qui sont absents, eh ben on essaye aussi de voir combien il y a d'élèves aujourd'hui présents. Voilà, c'est effectivement initier toutes ces petits, montrer effectivement que les mathématiques c'est avant tout résoudre des problèmes de la vie quotidienne. Merci beaucoup. Et par rapport au cycle 2, est-ce que il y aurait une manière aussi de l'adapter au cycle 2? Alors, quand on lit les programmes, le cycle 2, en fait, la seule différence, c'est la taille des nombres. Sinon, les structures, il y a certains des problèmes, en fait, les structures sont les mêmes. Par contre, effectivement, ça va être la taille des nombres qui va être beaucoup plus réduite. Mais les adaptations sont les mêmes. Travailler le sens de la multiplication avec des assiettes et puis l'itération qui va être faite, combien il va y avoir effectivement, j'ai 4 paquets de bonbons, à l'intérieur il y a 2 bonbons dans chaque paquet. Un élève de CE2 peut tout à fait appréhender ça en le manipulant.
Ce qui est important aussi, c'est que l'enseignant accompagne l'élève pour vraiment bien dissocier le contenant du contenu. En fait, je dirais que en CE2 et souvent les écueils qu'il y a, c'est que les enfants, ils sont, et en maternelle justement, c'est aussi un des travails, une des compétences qui peut être travaillée en maternelle, c'est de bien distinguer ce dont on parle. De quoi parle mon nombre et de quoi je parle quand je parle de paquet, quand je parle de bonbons dans le paquet. Et c'est vraiment la mise en situation qui va permettre aux élèves, petit à petit, quand ils vont lire les énoncés, de pouvoir mieux se représenter ce que ça représente. De quoi on parle. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question sur comment déterminer les outils qui vont aider les élèves. Alors, il y a... moi, par exemple, dans ma classe, j'ai effectivement, au fur et à mesure des années, constitué une banque d'outils. Parce que, et je laisse la possibilité aux élèves de choisir. J'ai des élèves qui vont aller chercher les cubes de couleurs, d'autres qui vont être beaucoup plus avec des jetons, d'autres qui vont avoir juste besoin de l'ardoise. Et c'est en fait, au fur et à mesure d'observer vos élèves, de constituer petit à petit une banque d'outils pour qu'il y ait force de proposition. Chaque enfant va avoir des besoins un peu différents. Alors effectivement, moi j'ai fait de nombreuses formations en mathématiques auprès des enseignants. Ça peut effectivement prendre beaucoup de place. Après, j'ai vu moi dans certains établissements des mallettes ou des armoires dédiées au matériel de manipulation avec effectivement des emprunts en école maternelle. Moi, j'ai emprunté énormément de matériel et je leur remercie parce que effectivement, l'achat peut être parfois assez onéreux. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question. Est-ce que le guidage avec schéma évolue bien au fur et à mesure du fichier, c'est-à-dire que cela devienne à l'élève de l'identifier? Oui, il a été conçu en fait au départ, on donne toutes les étapes et petit à petit en fait on enlève au fur et à mesure les différentes informations et dans les derniers problèmes c'est à l'élève effectivement de construire son schéma. Il y a aussi tout un système où l'élève peut s'appuyer sur des affichages qui sont proposés en complément du guide de l'enseignant. Et par contre, pour les élèves à besoins particuliers, parfois cette étape-là, elle va être trop complexe. Donc en fait, on va leur donner. On peut aussi le plastifier et puis leur donner pour qu'ils puissent effectivement écrire directement les données numériques dessus et voir parfois associer le matériel à la couleur qui correspond aux données numériques. Voilà, pour certains élèves, ça sera peut-être dans plusieurs une temporalité différente. Ce sera pas forcément l'objectif. L'objectif, ça sera justement de donner du sens et de savoir où placer les données numériques pour pouvoir mieux les traiter. Merci beaucoup. Une autre question, je me demandais si on ne risquait pas de faire à la place de l'élève. Tout dépend de l'objectif que vous avez et tout dépend du besoin de l'élève. Il y a des élèves où il va falloir les guider pas à pas parce que l'objectif, c'est qu'au bout d'un moment, effectivement, ils puissent d'eux-mêmes aller chercher leur matériel, comprendre effectivement l'analogie avec un autre problème qui a été déjà traité avant. Et à un moment donné, c'est aussi de se dire, quand on parle de l'étayage de Brunner, c'est moi, là, aujourd'hui, au vu peut-être que c'est le troisième problème où j'ai guidé, où l'AESH a guidé, je vais petit à petit ce qu'on appelle désétayer, c'est-à-dire je vais réfléchir à comment aujourd'hui me positionner pour que l'élève puisse effectivement me montrer qu'il est en capacité de reconnaître l'habillage du problème et de pouvoir effectivement raisonner dessus. D'où l'importance de l'observation et de l'objectif qu'on se donne pour les élèves à besoins particuliers, à besoins éducatifs particuliers. Il y a des élèves, notamment pour les TSA, où vous serez obligé de guider pas à pas avec même un renforçateur. L'objectif après, ça sera qu'il le fasse tout seul. Ça sera aussi peut-être l'objectif de se saisir de la fiche de structuration et d'apprendre à utiliser cette fiche de structuration pour pouvoir ensuite travailler seul sans l'adulte. Et petit à petit, à travers cette séance, c'est se dire, ah tiens, il a réussi à faire ses additions, son opération.
Donc, la situation problème peut être un support commun à tous les élèves, mais on n'y met pas forcément pour les élèves avec des besoins éducatifs particuliers les mêmes objectifs d'apprentissage que les élèves de la classe. Néanmoins, en termes de différenciation, vous travaillez quand même toujours sur le même support. Ce qui fait que l'élève n'est pas stigmatisé. C'est ce qu'on voit souvent dans les classes en termes de différenciation. Des élèves qui ont effectivement des grosses difficultés ou des troubles des apprentissages, on leur donne une tâche qui est qui est en deçà de leur réelle capacité et avec une tâche complètement différente. Et puis vous avez le groupe classe à côté qui effectivement travaille sur un autre support. La démarche qui a été choisie dans les cahiers de résolution de problèmes, c'est de travailler sur le même support, peut-être pas d'y mettre les mêmes objectifs d'apprentissage, mais justement par cette observation, d'y mettre quand même des objectifs. Et c'est là en fait où il va falloir effectivement, quand vous construisez votre séance, savoir qu'est-ce que pour ces élèves-là, vous cherchez à apprendre. Madame Chaudat vous remercie et dit qu'elle est d'accord, certains élèves auraient besoin d'être guidés plus longtemps. Et quand vous guidez les élèves experts qui sont à côté, parfois ils ont effectivement cette fulgurance. Alors je pense notamment au HPI. Mais ils sont incapables après de vous expliquer concrètement à quoi ça correspond. Donc parfois l'enseignement explicite et guidé pas à pas permet aussi aux autres élèves de mieux comprendre ce qu'ils ont montré, ce qu'ils semblent avoir compris, mais qui n'est pas suffisamment parfois intériorisé pour pouvoir ensuite faire vraiment un transfert dans une autre situation qui va être un peu plus complexe. Alors, merci pour vos questions. N'hésitez pas, si vous avez une dernière question, c'est le moment. Très bien. Tatiana, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, un petit mot de la fin. Bah, enfin moi, du coup, je vais le tester. Je teste et j'en suis profondément convaincue. Et pour les élèves, moi j'ai des élèves autistes avec des élèves qui ont des troubles des fonctions cognitives. Eh bien, au sortir du collège, quand on travaille comme ça ou quand on est aussi en classe ordinaire avec eux, ils font d'énormes progrès et on mesure leur potentialité, ils en prennent conscience. Et c'est aussi ça l'un des objectifs et des enjeux derrière cette démarche de pédagogie inclusive, c'est de redonner confiance à ces élèves et de leur redonner leur place d'élèves au sein de cette communauté. Donc on est vraiment dans cette école pour tous. Voilà. Super. Ah, il y a une dernière question. Comment avez-vous pensé la programmation des problèmes? Alors moi, ça n'a pas été ma partie. Ma partie à moi, elle a été justement d'accompagner Grégory Siéja qui a fait la conception de tous les énoncés, de tous les problèmes, excusez-moi. Et il y a effectivement une graduation avec, vous verrez dans la conception, il y a effectivement il y a des couleurs et il y a effectivement des problèmes qui sont parfois plus complexes que d'autres. Ça sera en fait aux enseignants aussi de voir comment ils vont pouvoir en fait après les utiliser. On peut les utiliser par type de problème ou on peut effectivement de manière hebdomadaire choisir sa programmation. Certains sont plus complexes que d'autres. Alors, une enseignante en train de taper, donc on va attendre de voir ce qu'elle met. Est-ce que cela suit les problèmes type Vergniaud? Oui, derrière, en fait, on a effectivement la catégorisation de Vergniaud. Sauf que Vergniaud, il n'y avait pas cette schématisation de schéma barre, mais derrière, effectivement, on retrouve la typologie de Vergniaud.
qui est avec un effort là beaucoup plus modélisé pour pouvoir justement essayer de retrouver à travers chaque énoncé un schéma type qui permettrait en fait de reconnaître le type de problème. Vergniaud n'a pas été jusque là. C'était souvent les enseignants qui créaient en fait leur propre codage avec les élèves pour pouvoir identifier de quel type de problème c'est. En classe, j'utilise la MHM. Typologie ou Oudemont, alors, demande Maud Néo. Pardon? Typologie Oudemont. Typologie ou? Oudemont. C'est dans le H-O-U-D-E-M-N-T. Ah, alors moi, j'ai pas trop testé cette démarche. Catherine Ourdemont. J'ai pas trop testé. J'ai vu qu'il y avait effectivement beaucoup de manipulations. Je l'ai utilisé parfois pour des séances en géométrie, mais j'ai pas été jusqu'au bout de la méthode. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci pour toutes les questions, tous les remerciements et puis merci pour votre présentation. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je voudrais donc vous préciser que vous allez pouvoir retrouver le replay si vous souhaitez revoir le webinaire ou le partager à vos collègues. En fait, vous allez recevoir un email avec le replay du webinaire et vous pourrez également retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube Atier si vous désirez le voir ou le partager. Merci beaucoup. Merci Tatiana et je vous souhaite une très bonne fin de journée.